Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Quelle sera votre prochaine aventure culturelle? Embarquez avec nos invités chroniqueurs pour une heure d'immersion au cœur du luxe, de l'art de vivre et de la littérature. Elles sont parfois si grossières qu'elles deviennent amusantes, mais certaines imitent le réel avec une précision troublante. Les images générées par intelligence artificielle envahissent Internet. C'est le phénomène du slop et on en parle dans quelques instants dans Culturoscope. Dans ses livres qui comptent, Anne Bassi reçoit Alexia Laroche-Joubert, présidente de Banijay France. Elle partage avec nous les ouvrages qui ont marqué sa vie, son parcours, nourri sa créativité, influencé sa vie personnelle et professionnelle. Vous en avez forcément entendu parler, le Dry January, ce mois sans alcool. Mais pour qu'il ne rime pas avec frustration, certains mixologues redoublent d'inventivité pour rendre des boissons sans alcool plus festives, plus gourmandes. Ça se passe dans Bouche Bée. Et enfin, à la fin de cette émission, la grande interview. En cette période de grand froid, nous recevons Yves Salomon, qui est président de la marque éponyme. Il revient sur l'évolution de sa marque, qui s'est aussi tourné vers le prêt-à-porter, puis ensuite vers le design. Il revient sur le destin contrasté de la fourrure, dont la popularité aussi depuis des décennies. C'est parti pour Expérience. Vous les voyez tous les jours en ouvrant les réseaux sociaux et ce flot d'images porte un nom. Et Jem El-Ghul nous en parle dans Culturoscope. Bonjour Jem. Bonjour Sybille. Oui, alors depuis quelques mois, il y a un mot qui revient de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est un mot qui n'est pas très élégant, qui est presque volontairement grossier, mais qui dit beaucoup de notre rapport au numérique. Alors en anglais, ça désigne une sorte de bouillie, un mélange informe. Ce mot, c'est quoi? C'est slop. Sur Internet, le slop sont ces contenus qui sont générés par intelligence artificielle. Alors ça peut être des images, des vidéos, de la musique. En tout cas, le seul objectif, il est clair, c'est de créer de la rétention et de devenir viral. Donc à quoi ça ressemble concrètement ces slops? C'est ça la question de la bouillie, c'est qu'en fait, c'est un peu de tout. On a des chats qui sont mis en scène, on a des catastrophes spectaculaires qui en fait n'ont jamais eu lieu. On a aussi beaucoup de bébés qui parlent, mais on a aussi Jésus en crevette par exemple. Donc vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et souvent, on ne sait pas très bien si ce que l'on regarde est vrai, faux ou simplement inutile. Le slop, c'est pas seulement une esthétique, comme je l'ai dit, l'idée c'est de retenir l'attention et c'est parce que c'est une véritable économie. En fait, une économie de la quantité, du recyclage, de la répétition. On cherche plus vraiment à créer quelque chose de singulier, mais à reproduire un contenu qui a déjà fonctionné. Et c'est là que l'IA en fait va jouer son rôle en dictant la forme, le tempo, pour susciter de l'émotion et donc des réactions associées. Et j'imagine qu'il y a des contenus qui sont beaucoup plus problématiques que d'autres. Oui, on pourrait effectivement en sourire jusque-là et s'en désintéresser, mais le problème c'est que cette logique, elle ne s'arrête pas à l'absurde, au divertissement, elle déborde très vite sur le chemin de la politique et de la désinformation. On l'a vu très récemment avec cette vidéo qui annonçait un coup d'État, donc cette fausse vidéo qui annonçait un coup d'État en France, avec un ton très crédible, des décors réalistes et un vocabulaire très journalistique. En fait, tout était fait pour tromper l'audience. Et pendant plusieurs heures, donc la vidéo a circulé, elle a été commentée, partagée, une vidéo donc virale. Et là, on voit que le faux peut aisément en fait se mélanger au vrai, au point de devenir indiscernable, au moins pendant un moment. Puis après, on voit que c'est trop tard. Là, l'intelligence artificielle, elle ne se contente plus d'imiter notre monde, elle fabrique vraiment un monde alternatif, parallèle, un monde un peu plus spectaculaire, plus riche en émotions et surtout plus rentable pour celles et ceux qui les diffusent. Alors, cette avalanche de contenu, elle pose quand même une question qui est assez vertigineuse sur le devenir d'un Internet rempli de contenus produits par des machines, au point que Adam Mosseri, donc le patron d'Instagram, il a publiquement reconnu que ce tsunami de contenu généré par IA posait un problème structurel. Oui, pourtant il en est quand même un peu pour quelque chose. Oui, Adam Mosseri, il a bon dos de se plaindre de ce problème-là, puisque le phénomène, il est quand même beaucoup encouragé par le fonctionnement des plateformes elles-mêmes. Les contenus qui sont générés par IA, c'est produit rapidement, c'est très peu coûteux, hautement viral, donc ils nourrissent parfaitement la logique algorithmique de ces plateformes.
Dans les commentaires, puisque je me suis baladé dans le monde du slop, j'ai pu lire de plus en plus d'appels à la régulation de la part des utilisateurs, ou au moins des appels à ce que les contenus soient clairement identifiés comme étant de l'IA, et donc facilement repérables. Je tiens quand même à rassurer tout le monde. D'abord, il semblerait que les slops ne fassent plus autant recettes qu'il y a quelques semaines, voire mois. Et puis surtout, c'est l'occasion, en fait, pour nous, en tant qu'utilisateurs, de reprendre le contrôle des contenus auxquels on a accès, de préserver la créativité humaine, et le tout en privilégiant les contenus authentiques, comme ceux d'expérience. Merci beaucoup, James, de nous avoir éclairé sur ce monde du slop. Et tout de suite, on retrouve Anne Bassi pour ses livres qui comptent. Les livres nous façonnent, influencent nos vies personnelles comme professionnelles. Dans ces livres qui comptent, Anne Bassi rencontre Alexia Laroche-Joubert, qui est présidente de Banijay France, au sein de son bureau, qui nous raconte l'influence décisive de la lecture dans son parcours. Anne Bassi, je vous passe la parole. Merci Sybille, bienvenue dans ces livres qui comptent. Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Anne. Alors on est là aujourd'hui pour parler des livres qui ont compté dans votre enfance, pendant votre adolescence, en tant qu'adulte. Les livres qui vous ont marqué, qui ont nourri votre créativité, qui vous ont parfois peut-être aidé à prendre des décisions, voire qui ont changé votre regard sur le monde. Moi j'ai pris des notes, hein, je le montre, parce que c'est tellement important pour moi la lecture que je voulais montrer un petit peu comment les livres m'ont accompagné dans plein de sujets. Alors je reviens un instant sur votre parcours. Vous avez fait des études de droit. Vous avez ensuite tout de suite commencé dans les médias, la production. Vous avez produit des séries cultes que tout le monde connaît, je ne les cite même plus. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de Banijay France. Vous adorez lire et vous lisez beaucoup. Je lis le maximum que le temps que j'ai, c'est-à-dire peu, c'est-à-dire en moyenne, c'est 10 à 20 minutes par jour. Au-delà de toute la presse, etc. Et tout, hein. Je parle vraiment des livres. Et c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'endormir sereinement et m'évader un peu. D'accord. Vous avez deux particularités. La première, c'est que vous adorez partager les livres que vous avez aimés. Et vous le faites régulièrement, vous offrez, vous mettez à disposition en bas de votre immeuble les livres que vous avez aimés pour que les gens de l'immeuble puissent aussi partager ça. Ouais, ça c'est un truc super. En fait, quand on avait une sorte de petite étagère au-dessus du radiateur, que je trouvais assez triste, et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre des livres. Et je me suis aperçue que les gens les prenaient. Et donc, mais les gens aussi remettaient des livres que moi je prenais. Et donc, par exemple, j'en ai lu un sur la permaculture, hein, c'est quand même très spécial. Et donc, c'est une manière, c'est une sorte de connivence et de partage. Et je faisais autre chose qui était vachement sympa, que je conseille à tous les parents. Je rentrais dans une librairie avec ma fille aînée quand elle était un peu plus jeune. Pour lui donner le goût de la lecture, je lui demandais de choisir 3 livres. Et moi, je choisissais 3 livres pour adultes, et donc elle pour enfants, mais 3 livres qu'elle pouvait lire. Et le principe, c'est qu'on devait s'échanger un livre. Donc elle me montrait ses 3 livres et j'en piquais un, et puis elle regardait mes 3 livres et j'en piquais un. Et ça a été hyper sympa parce que déjà, on pouvait discuter après des livres. Et puis, ça nous ouvrait un champ de lecture beaucoup plus important, d'autant plus que la littérature jeunesse maintenant est très riche. Vous avez une deuxième petite particularité dont vous ne vous cachez pas, c'est que vous êtes dyslexique. Et je me suis aperçue à cette occasion que la dyslexie, elle était commune à beaucoup de créatifs. Edgar Poe était dyslexique, Rodin était dyslexique et Hans Andersen était dyslexique. Et on disait de Hans Andersen que ses manuscrits étaient truffés de mots avec des lettres inversées. Alors j'ai une première question. Est-ce que la dyslexie, c'est un frein et où est-ce qu'on découvre quelque chose d'autre grâce à la dyslexie dans la lecture en fait? Non, c'est un énorme frein, c'est un handicap qui est horrible à vivre, d'autant plus dans un schéma scolaire comme celui de la France, qui est fait par des instituts pour des enfants d'institut. En revanche, ce qu'on découvre, c'est pas qu'on le découvre, c'est qu'il y a un instinct de survie qui fait que si vous voulez à un moment exister, il faut que vous trouviez un autre talent ou une autre capacité. Et donc, je pense que ces gens-là développent l'art, la parole, enfin voilà, une sorte de créativité. Probablement qu'on ne pense pas comme tout le monde. Mais moi, je l'ai vécu comme un énorme handicap. J'arrive pas encore à écrire un mot à la main devant quelqu'un, je me cache. C'est quand même c'est dur. Même moi, j'arrive pas à me relire. Enfin bon, c'est quand même très compliqué. Mais ça ne vous empêche pas aujourd'hui de lire?
Non, mais la lecture m'a pas réglé le problème. Parce que les profs disent toujours, mais t'as qu'à lire et t'apprendras les mots. Et je ne comprends pas, ça n'imprime pas. Donc je lis, mais ça ne résout pas mon problème. D'accord. Alors, si on parle d'un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a aidé, quelle que soit la période de votre vie, ça serait lequel? Alors, j'ai un livre qui est pour moi fondateur, que j'ai lu et relu et qui m'émeut à chaque fois, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est très bizarre parce que ça se passe dans un ranch, entre deux ouvriers de ce ranch. Je pense que j'ai été extrêmement touchée par cette amitié qui lie donc Lenny et George. Lenny étant une sorte de molosse un peu retardé, et George qui est un petit mec très nerveux et très intelligent. Et leur amitié dans un drame me bouleverse. Et il y a une fin tragique alors, je ne sais pas si les gens, c'est compliqué de spoiler la fin, mais je ne spoile pas la fin. Si. Si, je peux la spoiler. À la fin, pour éviter l'emprisonnement, Georges va tuer Lenny. Et en fin de compte, pour que Lenny s'endorme, il lui disait toujours je vais te raconter la maison qu'on aura, etc., etc. Et donc, il lui raconte, Lenny regarde devant et boum, il le tue. Et je trouve que c'est un moment où il l'emmène comme ça dans une rêverie pour une mort subite qui est très fort. Donc il y a ça, il y a beaucoup de bouquins de John Irving qui m'ont énormément touchée parce qu'il parle beaucoup de l'abandon, de la maternité. Et donc ça, c'est des films qui, moi, m'émeut énormément. Je regarde un peu, mais il y a un bouquin justement de lui qui s'appelle Veuve pour un an, d'une mère qui, par accident, tue ses deux enfants. Et elle refait sa vie de famille, elle refait un enfant, mais elle va l'abandonner. Et c'est cette femme qui est brisée, qui en fin de compte se sent incapable d'élever un enfant. Je trouve que c'est des sujets voilà, qui sont intéressants. Voilà. Mais après, il y a tellement de livres dont je n'ai pas la mémoire, c'est pour ça dire que je prends des notes. Et ça m'habite beaucoup. Et en plus, j'ai une spécificité. Je vais parler toute seule, hein, comme ça. C'est que je lis plein de livres en même temps. Donc j'ai une Kindle ou des livres physiques. Enfin, quand les livres correspondent à mon état d'humeur. Donc je peux lire, je suis une fan de tout ce qui est IA, transhumanisme, etc. Mais en même temps, je lis le dernier livre de Justine Lévy sur sa mère. Et puis, je lis, là j'étais en train de lire aussi Solzhenitsyn. Donc, je me remets quand même dans ce mastodonte. Donc, c'est toujours une multitude de lectures. Et vraiment, je les ouvre et je les referme, et je peux les reprendre 6 mois après. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a un livre que vous relisez régulièrement? Non. Non, parce que enfin, mis à part Des souris et des hommes, je suis quand même dans la curiosité permanente de ce qui va sortir, d'autres émotions. Donc non. Non, mais en revanche, je peux lire des livres qui m'aident. Et ça, c'est un peu particulier. J'en avais parlé avec Léa Salamé sur Inter. Ça avait un peu surpris tout le monde. Mais je me prépare au décès de mon père, qui est quelque chose qui est complexe pour moi, parce que j'ai une relation très forte avec lui. Et donc, je lis des livres sur ce sujet-là, comme si, voilà, c'était pour me préparer. Il y a un livre magnifique de Noël Châtelet qui s'appelle Laisse courir ta main, je crois que j'ai jamais autant pleuré dans un avion en lisant ce livre. J'ai lu Inconsolable d'Adèle Van Riet, qui est d'ailleurs la patronne, enfin la directrice des programmes d'Inter. Et donc, Justine Lévy, c'est quand même là-dessus aussi, sur la perte de sa mère. Et donc, ça m'accompagne et ça me permet d'anticiper la douleur. Ce qui ne veut pas dire que je ne la ressentirai pas, mais j'ai l'impression de la maîtriser en la connaissant mieux. Et alors, du coup, quel était votre univers de lecture quand vous étiez enfant avec votre père, votre mère, justement? Alors, maman, il faut savoir qu'elle lit à peu près 3-4 livres par semaine. En fait, quand elle photographie les pages. Donc, c'est très déroutant, c'est-à-dire qu'elle ne lit pas. Elle fait comme ça, donc elle en lit de facto énormément. J'ai toujours eu une énorme bibliothèque à la maison et donc je pouvais piocher, enfin, j'ai jamais été censurée. Donc, je pense que je me rappelle mes premiers émois, on va dire, d'érotisme, c'était avec La bicyclette bleue que j'ai dû lire à 12 ans. Donc, c'était extrêmement libre et il y avait un amour des livres. Voilà. Donc, et maman avait besoin de s'échapper énormément
Ma mère est grand reporter de guerre, donc je pense qu'elle avait besoin, quand elle revenait des zones de combat, de partir dans un univers romanesque. Et voilà. Et donc elle m'a beaucoup parlé de ses livres, elle a beaucoup échangé avec moi sur les livres, donc c'était très agréable. Et est-ce que la lecture ou certains livres ou la littérature, c'est une double question, vous a aidé ou vous aide pour construire des univers, enfin des narrations pour les séries, ou est-ce que ça vous aide même pour envisager un univers quand on parle de koh ou de Fort Boyard, bon, c'est des univers très spécifiques. Alors, est-ce que cette littérature, elle vous aide soit pour construire des narrations, soit pour créer des univers? Oh, les deux. En fin de compte, il y a quand même une réalité dans le marché de la série en France, ou des films d'ailleurs, hein. C'est qu'on est beaucoup sur l'adaptation. Par exemple, là, on vient d'adapter Il était deux fois de Franck Thiès avec Odile Villemain, qui a été un succès sur France Télévisions. Moi, j'adapte là, donc je vais rentrer en tournage sur l'avant-dernier Joël Dicker, Animal sauvage. Donc il y a des adaptations de livres, et puis après, il y a des univers. Par exemple, là, je développe une série pour Disney. Je travaille sur l'univers à la fois un peu fantastique, d'aventure, des grandes épopées des navigateurs du XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, donc par exemple, Les naufragés du Batavia, qui est un bouquin que j'adore, peut m'aider à créer cet univers-là. Donc on emprunte un peu partout. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gain de temps aussi, il faut être très clair. Quand vous adaptez un bouquin, et dans la mesure où l'auteur vous laisse un peu libre de l'adaptation, vous avez quand même une arche narrative qui est déjà construite, donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai qu'on achète pas mal de romans pour les adapter. Alors, vous m'avez dit aussi que vous adoriez les citations. Ah, j'adore les citations. Mais tout le temps, hein, de tout le monde. Et alors, c'est pas que des citations d'écrivains. Ça peut être des citations, voilà, si vous me dites quelque chose qui d'un seul coup me touche, je le note et je le partage avec mes filles. Donc, c'est une note partagée. Et quelquefois, quand je vais pas bien ou quand je scrolle comme ça. Et enfin, c'est comme une prophétie, quoi. Je tombe sur une citation. Alors, vous m'avez demandé d'en choisir deux, hein, donc je les ai quand même écrites parce que je ne suis pas capable de les retenir par cœur. Donc, il y en a une qui m'aide énormément et qui a structuré ma carrière, qui est « N'accepte jamais d'être jugé par un tribunal dont tu ne respectes pas les membres ». Ça, c'est Kafka. Je trouve que quand la critique vient de quelqu'un qui, au final, quand vous prenez un peu de recul, vous ne le respectez pas, bah, la critique, c'est un peu comme sur un canard, ça glisse. Voilà. Donc ça, c'est important. Et il y en a une deuxième que j'ai adorée, pour le coup, c'est Tony Parker, qui l'a dit dans une émission de télévision. Il a dit, si petit, on ne se moque pas de tes rêves, c'est que tu rêves pas assez grand. Et ça, il le racontait parce qu'il disait à tous ses copains, quand il était teenager, je vais aller à la NBA, et tout le monde lui disait, vas-y, hein. D'où un Français va aux États-Unis jouer à la NBA. Ben voilà, il a joué à la NBA. Il y en a une autre que vous aimez en particulier? Il y a tout ce qui est pris n'est pas à prendre, mais ça c'est un mantra. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça c'est un mantra. Il y en a plein, mais vraiment, ça dépend. Il y en a où il y a des périodes où j'ai eu besoin de courage. Il y a des périodes aussi où, par exemple, je lis pas mal sur l'âge. Moi, je viens d'avoir 56 ans, je vis extrêmement bien mon âge, mais je trouve qu'il faut aussi l'appréhender. Donc, par exemple, La touche étoile de Benoît de Groult. Alors, elle parle de l'invisibilité de la femme qui atteint un certain âge. C'est aussi une manière de se dire, bon, bah, moi, je ne serai pas invisibilisée. Voilà, donc j'avais une phrase comme ça d'Anna Magnani qui disait ne m'enlevez pas mes rides, j'ai mis tant de temps à les gagner. Qui est une très jolie phrase, enfin une très jolie phrase et philosophie même. Donc c'est essentiel pour moi. C'est essentiel pour moi. Et je le dis, alors, il y a aussi beaucoup de livres que je lis pour ma carrière. Et c'est très mignon, quand j'ai pris mon poste de présidente, mon père m'a offert un livre qui est, alors attendez, je vais vous retrouver, c'est « Réussir sa prise de fonction ». Donc, il m'a offert ce livre-là. Donc, c'est Réussir sa prise de fonction en 100 jours. Et il y a 2-3 conseils quand même qui sont utiles. Il y a aussi des livres de management que j'ai lus sur comment manager des personnalités différentes. Et puis après, j'ai lu des livres aussi sur les différentes cultures. Il y a un très bon livre comme ça qui est paru sur comprendre le commerce avec d'autres cultures.
parce que quelquefois, les affaires ne se font pas parce qu'il y a un problème de communication. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai des livres qui sont un peu particuliers. Alors, probablement, c'est pas pour rien que j'ai fait koh c'est que j'adore tous les livres sur la survie. Quoi faire en cas de cataclysme, pardon, en cas de je sais pas quoi. Voilà, comment assainir l'eau. Voilà, donc ça. J'ai beaucoup de curiosité. Là, en ce moment, j'ai fait une commande. Là, ma dernière commande sur une plateforme d'achat, c'était un livre sur le tricot. J'ai décidé de me remettre au tricot parce qu'avec ma grand-mère, je tricotais. Alors, je fais que des lignes droites, hein, donc que des écharpes, pour la faire courte. Donc, voilà, j'ai acheté des livres sur le tricot. Donc, vraiment, je suis hyper curieuse de plein de choses. Je pense que c'est avant tout ça. Et je trouve que la vieillesse, c'est avant tout la perte de la curiosité. Donc, en fin de compte, si vous restez curieux, vous êtes toujours un peu jeune. Et vous avez une petite librairie de cœur ou vous n'êtes pas particulièrement fidèle à une librairie? Vous achetez tant sur les plateformes que dans une librairie de quartier ou même des livres d'occasion? Ouais, je pense pas. J'ai une très jolie librairie. Moi, j'habite à côté de la Place Colette, donc de la Comédie Française. Une très jolie librairie en face. Et surtout, quand c'est pas tant la librairie, c'est plutôt les critiques. Les vrais libraires, ils accrochent toujours cette petite fiche Bristol sur les livres. Et quand vous trouvez un libraire qui correspond à vos goûts, c'est aussi une manière qui vous accompagne dans cette découverte-là. Non, la question, c'est que j'ai pas le temps. J'aimerais avoir plus de temps, quoi. Et ça me manque. Et est-ce que vous alliez en bibliothèque quand vous étiez enfant? J'ai emmené ma fille en bibliothèque à l'île de Ré. Il y avait une bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas. Il y avait un bouquiniste qui était dingue, qui archivait des centaines de bouquins, etc., aux portes en Ré. Et il trouvait n'importe quoi. Si, c'était marrant, c'était un lieu où il y avait pas mal de bouquins, en fin de compte. Donc, moi, est-ce que j'ai la bibliothèque? J'ai une scolarité un peu particulière. Qui était une scolarité dans une école expérimentale. Ce n'était pas la méthode Montessori, mais encore plus expérimentale que Montessori. Et on n'avait pas, en fait, on pouvait changer de classe et on n'avait pas de mur. Donc, toutes les classes et tous les niveaux étaient mélangés. Et là, il y avait une grande bibliothèque. Et donc là, oui, donc on avait même le droit de ne pas aller assister aux cours. Donc, je crois que j'étais assez souvent à la bibliothèque ou en cours de récré. D'accord. C'est vrai qu'on est une génération, on a été beaucoup en bibliothèque et la génération d'aujourd'hui, il va beaucoup moins. Or, c'est un lieu de partage aussi, c'est un lieu où on rencontre des gens, c'est un lieu de calme. Alors, c'est un peu moins le monde d'aujourd'hui, mais nous, on a beaucoup connu ça. Ouais, alors après, moi, ma fille, par exemple, mes deux filles vont énormément à la bibliothèque, mais pour leurs études. Ouais, Et pour puis travailler. surtout, ouais, pour travailler. Et puis les bibliothèques, c'est un environnement, il y a des bibliothèques qui sont magnifiques. Mais en revanche, aller chercher des livres, non, je crois pas. Enfin, en tout cas, je crois pas. Il y a un bouquin que j'ai adoré, que je conseille. C'est Arcadie d'Emmanuel Bayamak Tam. Et Arcadie, c'est sur l'histoire d'une petite fille qui est dans une secte. Et c'est son rapport aux sectes et même à la sexualité et la liberté de cette secte qui change, qui prend un point de vue tellement différent de la vision qu'on a des sectes. Et j'ai trouvé ça très, très, très bien. Et elle se met dans la tête de cette petite fille, ce qui n'est pas toujours évident voilà, d'écrire à la première personne avec l'âge de 13-14 ans. Et c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est ça. Merci Alexia. Merci. Merci Anne Bastille pour cet échange inspirant. Et tout de suite, on va apprendre à faire des mocktails pour terminer ce Dry January en beauté. C'est bouche bée. Quand l'option sans alcool se limitait parfois au Perrier ou au Déca, elle pouvait avoir des allures de punition. Aujourd'hui, le mois sans alcool se part de bien plus belles couleurs. Béatrice Constant est allée tester la richesse et la créativité de nouvelles boissons qui séduisent la génération sans alcool. Lancé en 2013 au Royaume-Uni, le Dry January s'est complètement démocratisé. Ce mois de janvier 2026, vous avez été un quart à peu près de la population française à le faire. Plus de la moitié sur le segment 25-35 ans, ce qui est énorme. On a voulu décrypter cette tendance avec un mixologue qui est complètement spécialisé dans le low et le no alcool. Suivez-moi. Mathias, merci beaucoup de nous recevoir dans l'atelier de l'alchimiste. Tu as co-créé il y a quelques années, au moment du Covid, Ouais. et tu vas nous présenter une création
Tout à fait, exact. Bienvenue dans notre atelier. Comme tu dis, c'est notre atelier de création dédié sur l'univers liquide des cocktails sans alcool et low alcool. Le sans alcool, comme tu le sais, de plus en plus de personnes le touchent, encore plus pendant le Dry January. Les gens me demandaient souvent pourquoi sans alcool. Moi, ça me permet, le sans alcool, de toucher toutes les générations, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les personnes du monde entier. Comme tu le sais, j'ai beaucoup voyagé moi, dans le monde pour faire des cocktails. Ça me permettait aussi de toucher tous ces gens dans le monde entier. On propose des choses différentes, complexes. Tu vois, des signatures un peu liquides. Et celle qu'on va faire aujourd'hui, que tu vas tester, c'est notre signature un peu emblématique qui s'appelle le Five. 5 ingrédients, 5 univers de la nature, et 5 pays différents. Tu vas avoir une feuille, un fruit, un poivre, un bois et une fleur. Donc la feuille, on va aller en Asie, on va travailler la feuille de shiso, qui est une sorte un peu de menthe, un peu japonaise, chinoise, tu vois, une herbe aromatique, sous forme de distillat. Ensuite, le raisin, on va le retrouver sous forme de verjus, ce côté un peu jus de raisin jeune qui va emmener l'acidité. Le poivre de la passion, ça, je vais te faire sentir, c'est très sympa. Ça vient d'Afrique, c'est un univers, tu vois, c'est un poivre doux. Celui-là, c'est un bois qu'on avait découvert en Amérique du Sud, au Brésil, à côté Amazonie, qui s'appelle Murapuama, et la camomille. Et c'est vrai que tu parlais de sucrosité tout à l'heure. Ouais. On a cette image qui colle à la peau du sans-alcool, de quelque chose d'extrêmement sucré, limite un peu écœurant, très enfantin, quoi. Ouais. Là, est-ce qu'on arrive sur le sans-alcool à faire quelque chose? Donc, moi, j'adore les cocktails hyper amers. Moi, j'aime pas les jus. Là, tu vas être servi. Jusqu'à présent, dans notre histoire du bar, on nous apprenait que le cocktail sans alcool, c'était des mélanges de jus de fruits, ou parfois tu rajoutais un sirop, et parfois tu rajoutais même un soda. Donc t'imagines, c'est du sucre, du jus de fruits, du sucre, du sirop, du sucre, du soda. Donc c'est pour ça aussi que dans l'imaginaire des gens, c'est très sucré. Et donc là, c'est un 360 degrés qu'on fait en disant, on va travailler les produits différemment, on va désucrer. Là, je vais te signer le glaçon, c'est assez joli avec un stamp, tu vas voir. C'est assez marrant, parce que ça réagit au froid, tu vois, je ne l'ai pas chauffé, c'est juste à température ambiante. Et ça te permet, tu vois. Et donc là, si je vais vraiment te faire l'expérience, tu vois, qu'on pourrait faire. Alors, je te dis pas que tout le monde le fera à la maison, mais tu vois, c'est une expérience qu'on pourrait carrément refaire dans les bars ou dans les restaurants, sur certains de nos restaurants avec qui on travaille ou bars, ils le font. En fait, on va te fumer le cocktail qui est fumé avec le même bois que tu retrouves dedans. Donc c'est assez marrant parce que tu bois du bois, mais en plus, tu as un côté un peu fumé qui vient de cet appareil. Donc, on englobe le cocktail dans un nuage de fumée, qui est une technique, tu vois aussi, qu'on a détourné un peu de la cuisine. Donc là, tu vas le déguster. Bonne dégustation. Ça, c'est un cocktail que je peux boire, sachant que même les cocktails avec alcool, moi, c'est au-delà du Negroni et l'americano, je sors pas, quoi. Ouais, mais voilà. Et donc tu vois, tu es une buveuse de Negroni. Donc ça veut dire que pour que je puisse te plaire, il faut que les curseurs soient quand même costauds, parce que Negroni, c'est costaud. Génial, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Franchement, je me régale. Puis il y a d'autres gammes et tu travailles aussi avec des chefs. Ouais, c'est ça. Donc on a la gamme. Donc ça, c'est notre signature, mais on en a, tu vois, 4 autres différentes. Donc ça, c'est les signatures alchimistes. Et après, on fait pas mal de collaborations avec des chefs, parce que les chefs nous inspirent et que c'est toujours super inspirant de travailler avec d'autres univers pour créer des choses. Et la dernière en date, là, c'est notre collaboration avec les chocolats Aleno, où on a travaillé avec le chef chocolatier tout un univers. Il a fait la tablette, il a créé la tablette autour du chocolat, du citron noir, de la clémentine, et nous on a relié le cocktail sans alcool. Et c'est une super expérience, parce que là tu lis le solide et le liquide ensemble, et ça c'est super sympa. Génial, écoute, merci beaucoup pour cette découverte, franchement je suis assez épatée. Merci à toi. Merci Béatrice, tout de suite on passe à la grande interview. Pour notre grande interview d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Yves Salomon, qui est président et fondateur de la marque de luxe Yves Salomon, une activité qui remonte aux années 1920 et restée entre les mains de la famille depuis sa création. La marque a su préserver son savoir-faire de fourreur tout en s'ouvrant au prêt-à-porter et depuis 2 ans au design. Alors nous allons revenir sur cette évolution avec son président et je suis également accompagnée en plateau du chroniqueur d'expérience Jamal Goul. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Avec plaisir. Yves Salomon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On le remarque, nous sommes en décembre, il fait froid. Est-ce que c'est la période la plus importante pour vous au sein de cette marque qui présente des fourrures notamment ? Sans aucun doute, nous observons régulièrement le thermomètre et bon, évidemment que étant, je dirais pas que, mais étant essentiellement une marque d'hiver, évidemment que on est concerné par le climat ambiant. Bien sûr. Alors, voilà, c'est vrai que la première question qui nous vient, je pense qu'on est tous les deux des années
90. Comment est-ce qu'on porte encore la fourrure aujourd'hui? Parce que c'est vrai que nous, c'est pas forcément la première chose que l'on porte en tant que Non. représentant des années 90. Comment est-ce que ça se porte aujourd'hui, la fourrure? Ben écoutez, l'histoire de la fourrure a été historiquement ponctuée, ou a été l'histoire d'une sinusoïde avec des très grands hauts et des très grands bas. Voilà. Depuis des années, et même depuis les années 30, il y a eu des périodes où la fourrure était en vogue et des fourrures où elle ne l'était plus. Et donc, c'est l'histoire et c'est un peu l'histoire aussi de ma famille, d'une activité qui est montée en flèche et puis qui s'est effondrée, et jusque très récemment, puisque je dirais qu'en 2018, on a vu le dernier effondrement avec les positions de certaines sociétés et de certaines marques contre la fourrure. Donc, je dirais que le métier de la profession de la fourrure a vécu un bas. Et puis, aujourd'hui, alors de manière très, très étonnante, et nous n'avons rien à voir avec cette résurgence et ce redémarrage assez fulgurant, c'est que les très, très jeunes, et je dirais les générations 18-20 ans, ont décidé que de porter des fourrures vintage, c'était plus écologique et moralement plus acceptable que de porter de la fast fashion. Donc, il y a une espèce d'engouement actuel sur la fourrure vintage qui fait que nous-mêmes, qui vendons évidemment des fourrures neuves, nous sentons quand même que nous entrons dans une phase plutôt positive, et donc c'est ce qui explique un peu la situation actuelle. Bon, on va revenir sur toute cette appréciation de la fourrure, cette évolution des modes, etc. Mais tout d'abord, la maison familiale, donc créée dans les années 1920, est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les débuts de l'histoire de la maison? Ben, c'est l'histoire d'une famille d'immigrés qui viennent de Russie. Mon grand-père est arrivé de Russie. Il a implanté la société à Paris. Il a choisi Paris pour s'implanter. Et il a pris le métier qu'on appelle pelletier, c'est-à-dire qu'il était négociant en peau et il vendait aux grandes marques françaises et étrangères les matières premières qu'il avait récoltées dans le monde entier. Donc ça, c'était son métier. Mon père a continué exactement la même activité pendant des années. Et moi-même, quand j'ai repris l'entreprise, je me suis dit que cette activité correspondait pas exactement à mes aspirations. Et ayant depuis le début quand même l'idée de m'orienter vers un métier un peu plus artistique, j'ai décidé de lancer une activité de fabrication qui était quand même assez proche de la mode. Justement, donc, à votre arrivée, c'est vous qui avez transformé la maison de métier de pelletier à une maison de luxe, une maison de mode. C'est ça? Comment est-ce qu'on ça se base sur quels critères? Comment est-ce qu'on devient une maison de mode? Bon. Alors, il y a des critères objectifs et puis il y a des coups de chance. Bon, en ce qui me concerne, c'est plutôt la deuxième catégorie, donc c'est un énorme coup de chance, puisque, bon, c'était effectivement dans ma tête, mais j'étais jeune, j'avais pas d'expérience et aucune connaissance, donc j'ai été approché à l'époque par les Galeries Lafayette qui m'ont demandé d'ouvrir un corner aux Galeries Lafayette pour présenter une marque qui à l'époque était incroyablement créative, qui s'appelait Thierry Mugler. Et j'ai accepté avec la condition qu'on lance en même temps Yves Salomon. D'accord. Voilà, c'était un espèce de coup de bluff ou une espèce d'illumination, j'en sais rien. Enfin, c'était un peu inconscient, mais bon, je me suis dit que c'était le moment de saisir ma chance, et ça a démarré comme ça. Oui, c'est passé. Et donc, tout d'un coup, vous deviez créer tout un corner Yves Salomon. Sans ayant la moindre connaissance, ni de la mode, ni de la fabrication. Bon, mais j'ai appris. Et on a lancé ce corner qui était partagé donc entre Yves Salomon et Thierry Mugler. Et toute la suite de la société, de l'évolution de la société, c'était toujours d'être sur deux pieds. Un pied très profondément orienté dans la collaboration avec des grandes marques et
donc j'ai eu l'occasion, grâce à ça, de rencontrer les plus grands créateurs du XXe siècle, et par ailleurs développer parallèlement la marque Yves Salomon avec tous les hauts et les bas que j'ai décrits tout à l'heure. Mais ça passe par quoi? Ça passe par faire des collections automne, été-automne, hiver. Ça passe par des défilés. Comment est-ce qu'on installe une marque de mode? Bah, ça passe déjà par la création d'une collection. Mhm. Nous, en l'occurrence, au début, on n'avait qu'une seule collection, qui était une collection d'hiver, puisqu'on vendait que de la fourrure. Et puis, petit à petit, sentant quand même que la fourrure était un secteur où on était en permanence sous le feu des projecteurs et principalement pour être attaqué. Donc, on s'est dit, il y a deux manières de réagir. D'abord, de créer des moyens d'être totalement transparent sur ce qu'est la filière de la fourrure. Ça, c'était la première méthode. Peut-être qu'on y reviendra. Et la deuxième, c'est d'être extrêmement créatif et aussi de développer des produits annexes pour ne pas être qu'un fabricant de fourrure. Et aujourd'hui, on s'est vraiment transformé en marque de luxe et nous avons beaucoup de produits qui font qu'on n'est pas 100% dépendant de la fourrure, même si, et ça, je suis très attaché à ça, pour moi, c'est un métier qui est fondé sur un artisanat d'exception et je souhaite absolument le protéger. Parce que ça représente quoi aujourd'hui la fourrure dans votre profession, dans votre chiffre d'affaires, on va dire? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est à peu près 40%, à peu près. Et donc, ce n'est évidemment pas majoritaire, mais ces 40%, c'est quand même le résultat de deux générations avant moi et d'une génération après moi, puisque mon fils est déjà dans l'entreprise et probablement continuera. Et donc, c'est une success story familiale. Et pour moi, la fourrure est au cœur de cette histoire. Et je tiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fourrure, c'est un artisanat. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire absolument incroyable. Et je tiens absolument à protéger ce savoir-faire. Et le prêt-à-porter aussi, vous avez aussi ouvert cette gamme-là. Pourquoi c'était important? Comment est-ce que vous avez travaillé pour le mettre dans l'ADN de la maison? Mais l'ADN de la maison, c'est d'être toujours ancré à la mode. Et c'est d'être proche ou dedans. Donc, je dirais que le lancement du prêt-à-porter, c'est une évolution tout à fait naturelle. Ça s'est fait de manière tout à fait... je dirais logique, compte tenu de ce qui s'est passé et des mises en cause auxquelles on a dû répondre, certes, mais qui nous ont quand même affectés. Et on s'est dit, on doit être une marque globale et pas être simplement une marque de fourrure. Et c'est comme ça que, grâce aussi à l'arrivée de notre DA, qui provient, elle, du domaine de la mode, on a pu développer une vraie collection d'hiver et par la suite une collection d'été, puisque maintenant on a 2 collections par an. On pourrait peut-être s'arrêter 2 minutes sur le processus de création. Est-ce que l'héritage familial dans ces situations, c'est une source d'inspiration ou est-ce que ça devient un fardeau? J'imagine que c'est un petit peu des deux. Alors, c'est vraiment pas un fardeau, c'est... L'héritage familial, c'est la connaissance en termes de sourcing des lieux où sont produites les matières, en l'occurrence les fourrures, et c'est aussi un savoir-faire au niveau des achats, de choisir la meilleure qualité qui existe. Et donc ça, pour moi, c'est 100% de bonus. Et je dirais que je suis tellement fier aujourd'hui de pouvoir dire que les manteaux qu'on va vendre ou qu'on vend, c'est le résultat de ce choix très méticuleux, de cet apprentissage que j'ai fait au début, comment on apprend, comment on juge la qualité. Et grâce à ça, je peux dire que je suis vraiment un vrai expert à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est une garantie pour les gens qui peuvent acheter, de savoir que chez Yves Salomon, vraiment, la qualité est au top. Voilà. Vous connaissez ce savoir-faire aussi, donc le savoir-faire de fourreur, de choisir les peaux, etc.
Ah oui, oui, vraiment, c'est le cœur de ma formation, puisque je vous dis au début, j'étais en fait, entre guillemets, pelletier, et que j'ai évolué vers le métier de fourreur. Et donc, j'ai cette formation. Qu'est-ce que c'est les spécificités? Enfin, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est est un bon pelletier? Il y a plusieurs critères. Déjà, il faut déterminer les critères de qualité. Bon, alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une personne qui achète le manteau, elle va tout de suite voir les critères de qualité. Parce que c'est évident à l'œil, il y a quelque chose de magique qui se passe entre une belle qualité et une pas belle qualité. Mais par contre, au début de la chaîne, c'est moins évident. Donc il faut sélectionner les matières premières, on les sélectionne pour leur soyeux, leur légèreté, leur couleur, leur densité. Et ça va se voir au niveau du manteau final. Et ça, j'ai appris à le faire. Et puis, enfin, et bon, ça, c'est pas l'héritage, mais c'est ce qui s'est passé depuis 40 ans. Nous nous appuyons sur des tanneries qui ont permis à la fourrure de devenir extrêmement souple et légère. Et donc, l'adjonction d'une technologie qui évolue et des matières qui sont les plus belles, ça donne un résultat que moi, j'apprécie vraiment et que je souhaite faire partager, évidemment. Avant de continuer sur la fourrure, j'ai une petite question sur votre communication. C'est vrai que dans un univers où les marques de luxe communiquent de manière hyper, parfois ostentatoire, etc., vous choisissez quand même la discrétion. Est-ce que c'est un choix conscient? Vous souhaitez rester dans un univers assez peut-être intime, une maison de luxe discrète? Bon, d'abord, si on regarde nos collections, nous faisons partie d'un mouvement qui s'appelle le Quiet Luxury, c'est-à-dire un luxe sans exubérance, et ça correspond à mon tempérament, ça correspond à mes goûts, et je n'ai pas attendu que cette tendance revienne à la mode puisque c'est, je dirais, notre constance depuis le départ, et je pense pas qu'une communication, je dirais, forte corresponde à ce qu'on a envie de dire. Et puis en plus, on est une petite société, on a un peu plus de 100 salariés à Paris, et donc on vit avec nos moyens. 100 salariés, combien de boutiques On a une quinzaine de boutiques dans le monde, oui. Principalement en France, en Angleterre, aux États-Unis et quelques-unes en Asie, et qui sont des boutiques rattachées. Mais je dirais qu'on est un tout petit réseau, et donc on est une mini marque de luxe, voilà. Et quand, pour revenir sur donc les fourrures, quand vous parlez de ce retour à des fourrures vintage de la plus jeune génération, ça, c'est un tournant que vous souhaitez saisir? Comment est-ce que vous pouvez l'approprier? Peut-être qu'il y a des anciennes fourrures Yves Salomon que vous pouvez reconditionner, revendre. Comment vous saisissez ça? Très simplement, on a un atelier dans notre boutique Faubourg Saint-Honoré qui recoupe les anciennes fourrures, qu'elles aient été vendues par Yves Salomon ou par d'autres. Ça fait partie du côté vraiment, je dirais, fondamental de la fourrure. C'est pour moi le seul produit vraiment de la mode qui est recyclable par nature. C'est-à-dire que quand une personne achète, j'ai une personne, parce qu'il y a des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes maintenant qui achètent de la fourrure, et donc quand une personne achète un manteau de fourrure, elle sait dès le départ que c'est un investissement et qu'elle aura la possibilité de le transformer et de le remettre au goût du jour régulièrement. Et quand vous achetez évidemment un manteau de tissu, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire. Donc, je suis vraiment très, très attaché à ce côté de recyclabilité, de circularité de ce produit. Quand vous parlez des hommes qui mettent de la fourrure, quelles sont les nouvelles tendances, on va dire, que vous devez appréhender aujourd'hui en 2024, en 2025? Écoutez, je peux pas dire que ce soit une nouvelle tendance, mais je dirais que les hommes ont beaucoup moins de freins et par rapport à ce produit.
sachant que pour eux, c'est le comble du luxe et le comble du confort. Donc les hommes se laissent aller, je dirais, plus facilement. Actuellement, les femmes sont un peu plus prudentes, je dirais, compte tenu de l'image qui a été développée par des organisations qui ont véhiculé d'ailleurs des messages tout à fait erronés et mensongers. Mais malgré tout, les femmes ont été un peu impressionnées par ces messages et les hommes, pas du tout. Les hommes assument complètement leur goût et assument de porter ce produit qui, pour eux, est le comble du luxe. Quand vous dites qu'il y avait des hauts et des bas, est-ce qu'il y a eu un... C'est quoi, c'est les années 90-2000 où il y a eu des législations, tout ça? Est-ce que c'est ça qui a... Non, il y a eu un grand bas en 90. C'était l'époque où la fourrure était attaquée, d'un côté par Brigitte Bardot, de l'autre par des mannequins qui étaient tous, je dirais, financés par un groupe qui a passé son existence à nous attaquer. Et nous, je dirais que la réponse, bon, évidemment, on a souffert, je ne peux pas le nier, et la réponse a été de se raccrocher de plus en plus à la mode, de se rapprocher des créateurs et de leur demander d'être les plus créatifs possibles. Et je dirais que le premier qui a vraiment, dans ces années-là, relancé la fourrure à fond, c'est Jean-Paul Gaultier qui a complètement relooké ce qui était un manteau de fourrure. Et il a apporté vraiment un style. Et les autres ont suivi, et la fourrure est repartie à fond dans les années 2000, au début de les années 2000. Et puis après, on a eu une nouvelle crise, je dirais, en 2018, année qui a marqué un peu un tournant avec des groupes de luxe qui ont annoncé l'arrêt de la fourrure. Et donc, à ce moment-là, pardon, nous avons décidé d'élargir notre palette à tous les produits qui font aujourd'hui une marque de luxe, c'est-à-dire du cuir, de la peau lainée, du cachemire, de la maille, du prêt-à-porter, voilà. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de renoncer à la fourrure à un moment de l'histoire de la maison, vous d'ailleurs, ou vos prédécesseurs, ou est-ce que votre fils, qui est destiné à vous succéder visiblement, est-ce que lui, il envisage de renoncer à la fourrure? Non, on peut évidemment pas envisager de renoncer à un produit qui je dirais, remplit toutes les conditions de sustainabilité, durabilité, et donc il n'y a aucune raison objective d'arrêter la fourrure. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui est fondé sur un artisanat incroyablement précis, développé, ancien, qui fait appel à des techniques complètement inouïes, donc que je peux développer avec passion pendant des heures, et je pense que c'est l'histoire quand même d'une famille, c'est l'histoire d'une profession, et je pense que mon fils se fera le défenseur aussi de ce produit qui est tout à fait merveilleux. Et je tiens à dire que bon, on n'est pas resté non plus les bras croisés. Donc depuis 1990, on a mis au point des systèmes de traçabilité, et le tout dernier s'appelle Furmark. C'est un label qui permet qui est sur tous nos manteaux, et qui permet de remonter toute la chaîne par un code barre, toute la chaîne, pour bien vérifier que la condition animale à l'origine a bien été respectée. Donc on est fiers de faire ce métier, et bien sûr on continuera. Et si je vous parle de fourrure synthétique, etc., je vous fais très mal aux oreilles, ou c'est quelque chose que vous pouvez appréhender avec qualité? Non, pour moi, la fourrure synthétique, ce n'est pas un problème. La fourrure synthétique, c'est un tissu. Donc je dirais qu'aujourd'hui, être contre la fourrure synthétique, c'est être contre un tissu, ce qui n'a évidemment pas de sens, parce que le domaine du prêt-à-porter existe avec des tissus, et les manteaux sont fabriqués avec des tissus. Ce que je peux juste dire, c'est que toutes les expériences que nous avons faites concernant la fourrure synthétique est que elle n'est évidemment pas biodégradable, elle pollue la planète parce que c'est un sous-produit du pétrole, et donc bon, en tant que marque, je souhaite pas en faire, mais ça s'arrête là.
Et donc depuis 2 ans, vous vous ouvrez au design. Donc c'est vrai que c'est quelque chose un département en tout cas, sur lequel on n'attend pas forcément une maison de luxe. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oh, je dirais que c'est l'histoire d'une passion. Voilà. Bon, vous avez bien compris quand même depuis le début, c'est que pour faire ce que je fais, il faut être un vrai passionné, peut-être même au-delà du raisonnable. Bon, mais en l'occurrence, le design, c'est tout à fait ça. C'est depuis des années, nous, avec ma compagne, on collectionne des objets de design. On va au puce le week-end, on achète des meubles, etc. Et puis, un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas faire converger la qualité exceptionnelle de nos artisans avec cette passion commune que nous avons du design. Donc, de ça est née la collection, la première collection, qui était une collaboration avec le petit-fils d'un créateur des années 60 qui s'appelle Pierre Chapeau, et on a lancé une collection qui mélangeait cette technique du bois qu'est la marqueterie, et donc on a aimé, et j'aime ces meubles parce que ils ne sont pas collés, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, ils sont simplement encastrés, et ça correspond bien avec une technique que nous utilisons dans le haine du four ou de la Pollénée, qui s'appelle l'intarsia. Dans les meubles, ça s'appelle la marqueterie. Bon, c'est la même technique. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai parallèle. Donc, on a customisé ces meubles et on a lancé cette première collection. Et il y en a 2 autres qui ont suivi cette année. Ça, c'était en 2024. Et en 2025, on a lancé 2 autres. Une avec un créateur italien qui est peut-être un des meilleurs créateurs de design à l'heure actuelle, qui s'appelle Dimore, un studio Dimore, et l'autre avec Pierre-Marie, qui est un designer très très talentueux, qui est lui parisien. Donc à chaque fois, vous faites dialoguer quand même les savoir-faire du Salomon avec le designer. Complètement. On expose aux designers nos savoir-faire, et eux créent avec notre aide, évidemment. Sachant que la première collection, elle a été entièrement designée, créée chez nous, dans nos ateliers. Et artistiquement, qu'est-ce qui change entre la conception de vêtements et celle d'objets de design? Comment votre approche, vous, elle évolue avec cette nouvelle activité? Je dirais qu'il y a en fait une grande similitude, parce que c'est l'histoire d'un processus créatif. Est-ce qu'un processus créatif d'un meuble est différent d'un processus créatif d'un vêtement? Pas vraiment, sauf que dans la mode, on est sur un autre rythme. Comme vous le savez, il y a plusieurs collections par an, donc on doit aller vite, on doit créer et produire vite, ce qui n'est pas du tout le rythme du design. Mais je dirais qu'on a fait plutôt rentrer le design dans notre rythme et ça nous a donné cette possibilité de créer 3 collections en 1 an et demi. Et on va continuer dans les années qui viennent, je pense. Peut-être pas à ce rythme-là, parce que là, ça a été un peu fou, mais ça nous donne aussi la possibilité d'apporter au design cette souplesse et cette réactivité qu'on a dans la mode. Et je ne parle pas de Yves Salomon, je parle de toutes les marques de mode en général. Vous avez profité du coup de la semaine de l'art qui a eu lieu au mois de fin octobre. En même temps de la foire d'art contemporain Art Basel, vous avez aussi présenté donc vos objets design dans une foire satellite qui s'appelle Design Miami. Quelle a été la réaction avec ce nouveau public? Est-ce que c'était un nouveau public ou justement les gens qui achètent de l'art contemporain et du design viennent aussi chez Yves Saint-Blomont? Écoutez, moi j'ai plutôt... C'est un mélange de gens qui nous connaissaient déjà par la mode et d'autres qui découvraient complètement Yves Salomon et qui n'imaginaient pas qu'une marque de mode puisse d'un seul coup se lancer dans le design. Donc ils étaient évidemment très curieux, et je dirais que
Bon, et les réactions, pardon, étaient tout à fait intéressantes, puisque ils disaient vous apportez de l'oxygène, vous apportez de la fraîcheur, vous apportez de la nouveauté. Donc c'était un peu la manière de dire vous apportez un souffle qui existe dans la mode et pas forcément avec ce rythme-là, en tout cas dans le design. Et je dirais que vraiment la réaction était extrêmement positive, et je dirais que ce que moi j'en ai retiré, c'est quand même une immense motivation, parce que quand vous avez une réaction positive et des encouragements, ça vous donne une énergie fantastique pour continuer à avancer et développer. Et mes ateliers, évidemment, l'ont ressenti, ont vu à quel point les efforts qui avaient été faits et la passion autour de tout ça pouvaient se transmettre au public. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont découvert du coup à Design Miami qui sont ensuite venues chez Yves Saint Laurent ou... Écoutez, c'est récent. Bon, je dirais que j'ai pas encore donné là-dessus, mais je pense que probablement que oui, à terme, il y aura une relation peut-être plus proche entre l'univers du design et nos clients potentiels et la mode, puisque en fait c'est la même marque, c'est la même approche et c'est la même démarche. C'est un nouveau rayonnement de la maison quand même. Et c'est une nouvelle manière de dire que Yves Saint Laurent est une marque qui est aussi ancrée dans la culture, dans l'art, et j'y tiens beaucoup, parce que malgré tout c'est un peu l'histoire de ma famille, puisque ma mère avait une galerie de peinture dans les années 50, et donc je dirais c'est vraiment l'expression de ma première passion, puisque je vous avais dit qu'au départ, je voulais pas avoir un métier 100% business, et je voulais avoir une dimension artistique. Bon, c'est aussi une manière de donner à la marque cette dimension de culture et d'art. Et alors, c'est quoi la prochaine étape après la mode, le design? Est-ce qu'il y a des projets pour la maison? Écoutez, le dernier étant très récent, on va attendre un peu. On va attendre quelques mois. Merci. Bien, merci beaucoup Yves Saint Laurent. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de la maison luxe Yves Saint Laurent. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup Gemma Goul pour m'avoir accompagné. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience, l'émission qui est déjà finie, qui vous fait vivre la culture autrement. Merci donc à nos chroniqueurs, intervieweurs, reporters pour cette aventure collective. Anne Bassi, Laurent Mèvre, Béatrice Constant, et aussi derrière la caméra, Juliette Miglierina et Alexandre Loret. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. C'était Expérience et je vous dis au mois prochain.